frères et sœurs, en tant que concitoyens, à faire la bonne chose. Nous devons réfléchir. Hein. Parfois, nous ne réfléchissons pas assez quand nous tenons certains propos, quand nous faisons certaines choses. Je pense qu'il est nécessaire que pour nos frères et sœurs qui sont aussi du Kasaï, certes, nous avons un président qui est kassaïen, mais il ne faut pas voir ça. Il faut voir que c'est un président qui est congolais. Il est là pour tout le monde. Nous devons tous travailler ensemble. Il y a eu des erreurs dans le passé, certes. Je pense que nous devons tous mettre de l'eau dans notre vin. Exactement. Corriger. Je pense que de toutes parts, nous avons tous des erreurs. Nous avons des choses à corriger. Et je pense que c'est là que c'est un devoir de société, afin que tu sois kassaïen, que tu sois Mukongo, que tu sois Munyazi, que tu sois Ema ou Lendu, nous devons savoir que nous servons une nation. Et nous devons aussi apprendre à nous instruire et à avoir un civisme patriotique qui nous permet... Et vous savez, souvent dans de tels conflits, il y a des gens qui sont instrumentalisés parce qu'ils n'ont peut-être pas étudié, pas de formation, parce qu'ils ne veulent pas réfléchir, ils ne veulent pas... Donc je pense qu'ici, nous avons tous ce devoir patriotique de retourner au civisme. Que tu sois kassaïen, que tu sois Luba, que tu sois Congo. Je ne voudrais pas ici mettre la charrue avant le bœuf, mais je pense quand même, ou nous pensons, après une petite étude, est-ce que tout le monde est devenu, on va dire, tout est devenu politique en fait. Même l'histoire est politisée. On ne dit pas la vraie histoire. Parce que là, je vous reçois, aujourd'hui, vous dites tout haut que M. Kyungu Kyakumwanza a été pour quelque chose par rapport aux événements de 1992. Vous citez Nguns Carlibon, Nguns Akarlibon, on va dire, paix à son âme, qu'il était aussi pour quelque chose. Mais lorsqu'on relit l'histoire, lorsqu'on revoit l'histoire, on n'en parle pas, on n'enseigne pas ça aux enfants, parce que lorsqu'on donne, on met comment je peux dire, les responsabilités des gens, ça aide à ce que l'on puisse écarter cela dans l'avenir. Mais ces personnes-là, ou on va dire par exemple Kyakumwanza, il est libre, il n'a jamais été inquiété. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc quelque part, cette histoire que vous demandez aux Congolais d'apprendre, c'est une histoire déjà biaisée en amont. S'ils doivent apprendre quelque chose aujourd'hui, ils vont apprendre quelque chose qui est déjà biaisé. Donc c'est la fausse histoire. Au fait, l'histoire reste l'histoire. Malheureusement, il y a certaines choses qui n'ont pas été écrites. Vous savez que nous avons une tradition qui est plus orale. Donc nous parlons de ces choses. Et comme je disais, par exemple, moi dans mon cas, ça fait 26 ans, je n'ai presque plus parlé de cette histoire. Et il y a plusieurs personnes qui ont été traumatisées, qui n'ont pas non plus parlé. Et donc l'histoire chez nous, elle est orale, elle est écrite, elle est ce qu'elle est. Aujourd'hui, bon, nous voyons que Baba, Kyakumwanza, qu'on appelle Baba aujourd'hui, a une attitude qui est un peu différente. Il n'a pas été content des propos que le docteur Kabange Numbi a tenus. Bon, je pense que nous sommes des êtres humains, nous faisons des erreurs, nous devons être à mesure de nous pardonner. Ce qui s'est passé est passé, comme je disais, paix à l'âme du feu Nguza Karlibon. Kyakumwanza est encore là, mais je pense qu'il a quand même montré une attitude un peu plus sage. Donc, s'il s'est déjà repenti et qu'il a demandé pardon au bon Dieu, je ne sais pas s'il a demandé pardon au peuple kassaïen, je pense qu'il faut qu'on soit plus en train de voir comment avancer. Nous avons au moins cette partie de l'histoire que nous connaissons. Les faits que peut-être tout le monde interprète différemment, mais qu'est-ce que nous faisons avec cette histoire dans les circonstances actuelles? En fait, je vais m'expliquer un tout petit peu. C'est là, en fait, le problème. Les Américains, quand ils parlent de l'histoire aux États-Unis d'Amérique, les responsabilités sont connues et parfois partagées. Ouais. Mais le problème de la République démocratique du Congo, on le fait maintenant avec vous. Il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui l'ont fait, ceux qui ont vécu cela, qui l'ont dit avec beaucoup de détails. On le remercie. Mais maintenant, ceux qui doivent aller à l'école, ils n'apprendront pas ce que toi, tu es en train de me dire maintenant, ou vous êtes, excusez-moi de vous tutoyer, vous êtes en train de me dire maintenant, ou alors d'autres personnes qui l'ont dit, en dehors, bien sûr,
de l'école formelle, où un enfant naît, grandit et va à l'école pour apprendre. Ce qu'on va lui apprendre, on va l'apprendre à l'école, le programme même de cette histoire-là ou de ce civisme-là est biaisé. C'est là que je me dis, on est en train déjà de touffer ce poussin dans l'œuf. C'est-à-dire qu'il n'a pas la bonne information et il va grandir comme ça avec. Est-ce qu'on, c'est dans une partie de solution en fait. Est-ce qu'on ne peut pas revoir, par exemple, le programme d'histoire, que l'on donne responsabilité, qu'on dise tout haut ce qui se cache, c'est aussi une partie de la solution pour pouvoir avancer. Vous savez, je vais commencer par dire que tout ne s'apprend pas seulement à l'école. Vous savez, dans nos familles, on a des grands-parents qui n'ont peut-être pas étudié, mais qui connaissent beaucoup et qui ont une histoire très riche et qui la transmettent parfois à leurs fils, à leurs petits-fils. Donc, il y a cet aspect familial de cette tradition orale qui doit être transmise aux générations à venir. Quand nous disons que l'histoire doit nous permettre d'éviter les erreurs du passé, c'est bien pour cette raison. Donc, il y a ce volet d'abord, la famille, en utilisant la tradition orale, peut corriger certaines erreurs académiques ou professionnelles de l'histoire, qui est parfois mal écrite ou parfois qui est présentée d'un autre œil. Nous voyons par exemple les programmes d'enseignement en RDC qui sont taillés sur mesure à partir des programmes français ou belges. Donc même l'histoire qu'on apprend, c'est plus l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde. Et puis nous n'avons pas aussi eu cette possibilité de pouvoir transmettre l'histoire congolaise qui a été écrite par des Congolaises. Donc au fait, il y a beaucoup de choses à corriger dans cette histoire qui est dite soit biaisée, mais je pense qu'elle n'est pas aussi biaisée que ça, parce que s'il y a des familles à travers la tradition orale qui vont essayer de transmettre certaines choses que l'école n'a peut-être pas transmis, et il y a certaines personnes par curiosité, ils vont apprendre eux-mêmes en se débrouillant dans les livres d'histoire ou dans les faits historiques ou de leur propre Mais manière. c'est quoi le pourcentage? Voilà qu'on tombe dans les mêmes situations. C'est quoi le pourcentage de ceux qui vont apprendre correctement à l'école, comme ça s'est fait aux États-Unis d'Amérique, ou à travers d'autres pays, à travers le monde, même dans des pays africains, par exemple, en lieu et place de se fier seulement à ce qui est... Moi, j'appelle ça l'informel, en fait. Quand le formel, qui prend le 3/4 de la population, donne une information biaisée, vous voyez que pour avoir des rescapés dans ça, ce sera moins, ça ne sera pas assez. Alors moi, je pense que pour nous qui connaissons, qui avons l'information, et qui avons eu cette grâce de quitter la RDC, nous sommes aujourd'hui dans la diaspora, c'est aussi un de nos travaux, je dirais, de pouvoir utiliser les médias pour enseigner ce que nous connaissons de notre histoire avant que ça ne se perde. Ah, ok. Et utiliser les médias, pas seulement pour l'histoire des conflits politiques, nous avons les investissements, le développement, le civisme patriotique et bien d'autres choses que les gens doivent apprendre. Donc je pense que c'est aussi notre devoir, comme vous aviez eu le souci de pouvoir faire cette émission aujourd'hui, parce que vous craignez que ce qui est arrivé en 92 puisse encore arriver aujourd'hui. C'est pour ça que nous parlons de ce dont nous parlons aujourd'hui, pour éviter les erreurs du passé. Donc je pense que, en tant que Congolais, ayant hérité de la langue française, un de nos défauts, c'est cette éloquence dans la langue française, mais qui malheureusement n'est pas une langue qui est pratique. Nous prenons les anglophones qui sont vraiment pragmatiques. Donc c'est peut-être là que nous devons apprendre chez les anglophones à devenir pragmatiques. Aujourd'hui, nous parlons d'un conflit qui a eu lieu en 60 à 92, et il y a des craintes que ce conflit puisse encore ressurgir aujourd'hui. Et la question maintenant, que faisons-nous? Nous devons arrêter de continuer à parler, d'accuser les politiciens, d'accuser nos ancêtres, d'accuser qui que ce soit, parce que nous avons aussi la responsabilité de refuser. Quand un politicien vient pour nous dire qu'il faut chasser X, Y ou Z parce qu'il n'est pas ou parce qu'il est, les gens doivent aussi réfléchir. La République démocratique du Congo, elle appartient à qui?
la Constitution de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle interdit à un Kassaïen de vivre au Katanga? Est-ce qu'elle interdit à un Kinois de vivre au Bas-Congo? Est-ce qu'elle interdit à quelqu'un du Bandundu d'aller vivre, je ne sais pas moi, dans la province orientale? Et les gens doivent être en mesure de dire non aux politiciens. Et il faut avoir du courage de pouvoir le dire. Vous n'avez pas tort de dire non. Généralement, c'est ça aussi. Hein. Vous dites non, vous vous sentez seul, autour de vous, il n'y a personne. N'attendez pas qu'il y ait 1000 personnes pour que votre non puisse suffire. Non. Vous pouvez être seul et dire non au tribalisme. Et le non, ce n'est pas seulement parce que vous avez un avantage, on va dire. Non, vous dites non parce que vous pensez et vous savez que ce qui est fait est mauvais et que vous ne soutenez pas cela. Alors moi, je reviens sur une proposition d'un ami, parce qu'on doit avancer. Oui. Il dit qu'il faudrait revoir d'abord au niveau des partis politiques les quotas, parce que ce sont eux qui influencent généralement les populations. Ne faudrait-il pas voter une loi pour que dans les quotas des partis politiques, qu'il y ait pas plus de 40% d'une seule province, par exemple. C'est-à-dire que quand on prend par exemple l'UDPS ou quand je prends l'UNC, on dit, bon, ok, c'est une proposition qu'il a faite, c'est un téléspectateur de cette émission. Alors, est-ce qu'on ne devait pas aujourd'hui penser, par exemple, donner 20% ou 10% de chaque province dans les partis politiques pour le quota, on va dire quoi, dans la sphère de direction, voilà, dans la direction des partis politiques? L'idée, au départ, n'est pas une mauvaise idée, mais quand vous voyez l'humanité, vous voyez la politique à travers le monde entier, au fait, le problème, c'est que l'être humain, où que ce soit au monde, doit réfléchir. Réfléchir pour lui-même, être objectif et prendre des bonnes décisions selon ses convictions à lui. Une fois que toute personne peut réfléchir de la sorte, je pense que ça, c'est une meilleure solution. Cette affaire de quota, je ne pense pas qu'elle va rendre les personnes plus intelligentes ou les personnes plus réfléchies qu'elles ne sont. C'est peut-être une façon de donner encore plus de pouvoir à un gouvernement pour légiférer sur quelque chose qui n'est pas légiférable d'une manière efficace. Mais par contre, si nous pouvons, comment je dirais, j'oublie le mot en français, comment nous pouvons, en anglais ils disent empower, comment nous pouvons promouvoir le promouvoir, c'est la promotion. Comment nous pouvons promouvoir le sens de la réflexion, le sens d'une confiance de soi, le sens d'une responsabilité patriotique, d'une responsabilité politique, où quelqu'un peut... Une mémoire collective. Une mémoire collective, où les gens... Vivre ensemble, la nation. Voilà. Donc des choses comme ça, ce sont des choses qui vont plus aider. Je sais que je respecte qui que ce soit, d'abord parce que ce sont des êtres humains, et je sais que je dois vraiment faire un effort pour être en harmonie avec tous les autres êtres humains. Et je sais que quand quelqu'un vient me dire non, il faut tabasser l'autre parce qu'il est de telle province, ou bien l'autre, il n'est pas bon parce qu'il est de telle province, mes convictions me disent que c'est pas normal, c'est pas humain. Et moi, je reste sur mes convictions. Je pense que c'est plus des personnes réfléchies, des gens qui ont une identité, une confiance de soi. Je pense que c'est par contre ça qui va nous aider à vaincre toutes ces injustices ou ces manigances politiciennes ou tous ces gens en fait qui ont une fin. En fait, ils n'ont pas une stratégie politique, ils n'ont pas des convictions eux-mêmes. Et ils s'attachent à cela. Ils s'attachent à des choses et ils veulent manipuler des gens pour qu'on vote pour eux, en fait, pour leur fin. Donc aujourd'hui, je pense que c'est triste de voir que nous avons beaucoup de politiciens en RDC, mais ce ne sont pas des politiciens de conviction. Ce sont par contre des politiciens, des chômeurs, et qui ont trouvé un boulot dans la politique et qui ne savent rien faire d'autre que la politique. Donc il faut donner une raison pour rester là-bas. Et donc nous devons éviter de tomber dans ce piège. Donc moi je pense que la solution de notre frère
C'est une idée, c'est un début. C'est une partie de la solution, mais ce n'est pas la solution comme il se doit. Excusez-moi, c'est pas vraiment ça la solution. Comme je disais, on ne peut pas demander au gouvernement d'intervenir dans tout. Nous devons créer des gens balancés, réfléchis, qui peuvent prendre des bonnes décisions pour eux-mêmes, parce qu'au final, ce sont ces mêmes gens qui vont aller au gouvernement, qui vont gouverner. Donc, comme on dit, la souffrance de la population ne dépend pas de qui que ce soit. La souffrance de la population, c'est la population elle-même. Tout à fait. Monsieur Diman, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez à la population congolaise, à ceux qui nous suivent en ce moment, dans la diaspora, ceux qui sont au pays en RDC? Comment devons-nous, vous avez donné une grande partie de la réponse, mais je voudrais quand même vous entendre du fond de vous, au fait, parce que vous êtes parmi les personnes qui ont été blessées, même si on va faire semblant de dire que, bon, que ça fait 26 ans on a oublié. Non, 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 non. Ce sont des blessures qui restent, qui ne se fassent pas facilement, parce qu'on vous a arraché de votre source, on va le dire, dans votre propre pays. Étranger dans son propre pays. C'est ça le tribalisme, en fait. Être étranger dans son propre pays. Alors on se dit, où est-ce qu'on sera encore natif de ce pays-là? Alors moi je me dis, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui proposer, vous-même, au-delà de tout ce que vous avez dit avant? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos amis de la diaspora qui vous suivent, ceux qui sont au pays en ce moment, ou ceux qui sont au Katanga en ce moment, au moment où nous parlons? Qu'est-ce que vous leur dites? Je vais dire ceci. Nous sommes d'abord tous Congolais. Le Congo, si je dois dire la République démocratique du Congo, pour être plus précis, appartient à tous les Congolais. Toutes tendances confondues. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, qui qu'ils soient, de quelle tribu ils sont tous Congolais. Ils ont le droit de vaquer sur toute l'étendue de la République. Et s'ils vont dans une autre région, pour l'intérêt de cette région et pour l'intérêt de la République, je pense que nous devons d'abord avoir ça en tête. Ce n'est pas parce que votre ancêtre est Mukongo que vous êtes Mukongo et vous restez Mukongo à vie. C'est bien d'avoir cette partie Mukongo, de l'apprécier, d'apprécier la culture, la nourriture, la diversité qui vient avec. Mais quand vous allez par exemple au Katanga, vous apprenez aussi comment les Katangais vivent. Vous faites comme eux, vous vivez en harmonie. Donc c'est pour d'abord dire au départ, la RDC, elle nous appartient à nous tous. Maintenant, ayant vu ce qu'on a vu en 92, division dans les familles, division dans les foyers, tuerie, destruction des infrastructures. Et quand nous faisons ça, au final, ce sont les Congolais qui perdent. Parce que maintenant, les étrangers viennent, c'est eux qui vont bâtir, c'est eux qui vont s'enrichir, et leurs richesses ne servent pas à la RDC. Alors je pense que nous tous, en tant que Congolais, nous devons ouvrir les yeux et voir que cette division-là, elle n'est pas nécessaire. Apprenons à nous aimer, apprenons le commerce général, apprenons la technologie, apprenons l'histoire, qu'on se l'enseigne entre nous, qu'on apprenne à se respecter, à s'aimer et voir finalement comment est-ce que nous pouvons continuer à réfléchir pour mieux vivre en tant que Congolais sur notre territoire. Comment partager cet héritage que Dieu a donné seul aux Congolais. Et si nous pouvons réfléchir de la sorte, et puis la politique, c'est pas fait pour tout le monde. Donc les gens doivent apprendre... Mais malheureusement, au Congo, ce sont des chômeurs qui sont politiciens. Bon, ce qui est fait est déjà fait. Parlons des solutions. Ici à Atlanta, nous avons un incubateur. On a Universal Innovation Hub, qui est un incubateur où le but est d'aider les gens à transformer leur idée en un business qui est fiable. En RDC, on a un autre incubateur qui s'appelle Congo iHub. C'est aussi quelque chose qui est fait pour pouvoir donc créer de la richesse congolaise, créer des entreprises congolaises. Donc il y a bien de sujets sur lesquels nous devons débattre. L'innovation, l'entrepreneuriat, les recherches médicales, qu'elles soient traditionnelles, qu'elles soient conventionnelles, faire la politique différemment. Donc il y a bien d'autres choses. Le docteur Kabange Numbi, il peut créer un incubateur dans le cadre de la médecine.
Nous parlons du sénateur à vie Joseph Kabila. Les gens le vantent, il est Katangais. Dites-moi, est-ce qu'il y a une école de commerce au Katanga qui porte le nom de notre frère Joseph Kabila? Est-ce qu'il y a une école de médecine qui porte le nom du docteur Kabange Numbi? Parlons de ces choses-là. Mais attendez, alors on va un peu dans le divers parce qu'on est presque vers la fin. Moi, je vais vous dire par exemple qu'aujourd'hui, M. Matata Mponyo, l'ex-premier ministre de la République démocratique du Congo, économiste de son État, a construit, on va dire carrément, sur fonds propres, une université au Sud Kivu. Mais aujourd'hui, les gens le lancent de pierre pour dire que il a construit une université sur fonds propres volés ou détournés. Est-ce que vous ne pensez pas que cela aussi décourage ceux qui peuvent avoir leurs moyens? Je ne suis pas ici en train de le défendre, mais c'est ce qui est dit dans la presse que l'argent qui a construit cette université ne vient pas de sa poche. Il ne peut pas avoir de l'argent pour construire une telle université. C'est un monsieur qui a tout simplement dilapidé l'argent du denier public. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que ça aussi, ça fait que beaucoup ne puissent pas se lancer dans cette affaire-là et préfèrent faire leur business avec d'autres pays et ainsi de suite? Je vais d'abord dire ceci. L'université Mapon, je pense que c'est au Maniema. Je pense que c'est à Kindu. À Kindu, excusez-moi. Oui, à Kindu. Et l'idée, elle est bonne. Je pense qu'il faut encourager la création des institutions telles que l'université Mapon. Mais je préfère plus me focaliser sur l'utilité de cette institution, ce que ça peut apporter à la RDC. Donc, c'est-à-dire que même si un sorcier te donne des beignets, si tu avais faim, la question s'est posée, c'est tu vas manger, tu ne veux pas manger. Non, au fait, moi, je vois les choses... Tu vois pas le problème, tu vois la solution. Je vais d'abord dire ceci. Avant d'accuser quelqu'un, il faut qu'on ait des preuves. Alors, vous savez, et vous et moi, nous ne sommes pas des juristes, donc je pense que nous n'avons pas les preuves que M. Matata... Je suis juriste, au fait, mais je n'ai pas les preuves qu'il a volées. Voilà. On n'a pas... Vous êtes juriste, moi je ne suis pas juriste. Mais je n'ai pas les preuves. On n'a pas des preuves que M. Matata a détourné de l'argent. Et puis, bon, ce n'est pas notre travail. Nous, en tant que créateurs d'incubateurs, créateurs d'emplois, si je dois dire être entrepreneurs sociaux, nous voulons plus trouver des solutions. L'université Matata Mapon, c'est une institution qui sert la République, qui va servir, mais je pense qu'il y a des défis. Ce serait peut-être mieux de parler, quels sont les défis que cette université a? Comment on peut corriger? Comment d'autres personnes peuvent faire mieux que M. Matata a fait? Et nous laissons la justice faire son travail. Que la justice fasse son travail, mais que nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que créateurs d'emplois, nous trouvons des solutions. Donc ici, moi, je salue son initiative de créer cette université, mais je pense qu'il faut peut-être savoir, est-ce que les gens sont à mesure de payer pour aller étudier là-bas? Est-ce qu'il y a assez de gens qui étudient là-bas? Est-ce que l'université en elle-même, elle est profitable? Ou qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer ce qu'il a fait? Je pense que, je disais tantôt ici que nous devons éviter de trop parler, parce qu'en tant que francophone, le français est une belle langue, une langue éloquente, mais on parle parfois beaucoup, on ne fait pas beaucoup. L'université est là, elle est créée, qu'est-ce que nous pouvons faire? Les problèmes que nous adressons maintenant, ils peuvent être résolus dans des universités. Les incubateurs aujourd'hui, il y en a dans des universités, donc je pense que le travail fait est louable. Maintenant, les sources de fonds, ça, c'est pas mon travail. Je ne peux pas déterminer d'où ça vient. Oui. Mais pour tous ceux qui ont l'argent au Congo, je pense qu'il faut investir au Congo. Il faut investir dans l'éducation, dans l'investissement, dans le développement. Alors, sur le plan social, en fait, oui. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je me rappelle au Rwanda, je ne veux pas juger ici, mais au Rwanda, on a parlé de la paix, de la réinsertion, ainsi de suite, par rapport bien sûr au génocide. Et en RDC, par rapport à tout ce qui a divisé les Congolais, par rapport à tout ce qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan de l'union, de la réunion? Comment est-ce qu'on peut déjà faire? C'est quoi l'élan qu'on doit prendre? C'est quoi la démarche qu'on doit faire pour
pour remettre un peu les Congolais ensemble? Je dirais une première chose pour trouver des solutions durables, nous devons éviter les émotions. Quand aujourd'hui on parle de la politique, il y a beaucoup d'émotions. Trop. Quand on parle du tribalisme, il y a beaucoup d'émotions. Quand on parle par exemple des relations entre le RDC... Il paraît que c'est l'homme noir est trop émotif. On parle des relations entre la RDC et le Rwanda, les gens parlent, c'est les émotions qui sont mises en avant. Alors moi j'encouragerais les gens à pouvoir affronter les choses d'une manière objective. Vous savez, aujourd'hui dans la politique, il existe la propagande. Tantôt, vous avez parlé des histoires biaisées. La propagande, c'est aussi quelque part une histoire biaisée qu'on propage pour faire croire aux gens ou revoir une histoire. Alors, j'ai parlé de la réflexion, des gens qui sont balancés, qui réfléchissent, des gens qui se posent des questions. On doit commencer par là. Au lieu d'avoir des émotions, plus réfléchir, se poser des questions et voir quel est le problème et comment trouver une solution au problème. C'est vraiment la méthodologie de travail pour trouver solution à tous les problèmes que nous avons en RDC. Évitons les émotions, évitons ces appartenances tribales, mais regardons le problème en face. Et affrontons le problème. Et vous savez, ça va prendre du temps. En RDC aujourd'hui, moi je dirais que c'est depuis 1971 qu'on ne construit pas, mais par contre qu'on détruit. Bon, au fil des 18 dernières années, il y a un semblant de faire certaines choses, mais le travail est énorme. Nous voyageons à travers le monde, nous voyons certaines autres capitales ou certains autres pays qui avaient le même niveau que la RDC en 1971. Et nous devons nous mettre debout parce que le temps, nous avons perdu beaucoup de temps. Et je vais encore retourner sur le fait de retirer les émotions, se mettre au travail, identifier le problème et l'affronter. Je pense que c'est la plus grande des choses que nous devons faire avec tous les problèmes que nous avons en RDC. Et si nous faisons ça, je pense que nous sommes mieux positionnés pour pouvoir décoller et éviter de tomber dans les pièges des problèmes de tribalisme dont nous parlons, 92, 60. Bon, on ne peut pas parler aussi du tribalisme et des problèmes qu'il y a eu au Katanga sans pour autant adresser la question du génocide en RDC. Si nous devons voir de 1800, je ne sais pas combien, en 1908 ou 1906, il y a eu génocide en RDC avec le roi Léopold II de la Belgique. On n'en parle pas. Nous n'allons pas en parler pour pleurer ou nous faire victimes, mais c'est pour apprendre notre histoire et voir comment la corriger. Et il y a aussi la réparation qui doit suivre tout de même. Donc, je disais, donc ça c'est d'abord cette étape, on va de 60, 92, on voit encore les problèmes qu'il y a, et si nous devons avoir, parce qu'on ne peut pas parler de tout ça sans parler de la période de 97 jusqu'à nos jours. Ça aussi, c'est un autre génocide. La province orientale a perdu leur vie, mais je pense que c'est aussi nécessaire de parler du génocide congolais parce que je pense que les chiffres sont très hauts, plus que les gens ne pensent. Et l'erreur que nous, en tant que Congolais, c'est que nous ne parlons pas de ça. Je suis aussi coupable parce que, comme je disais tantôt, ça fait 26 ans que j'ai quitté. C'était un silence de mort, alors vous vous réveillez aujourd'hui. Aujourd'hui, donc je pense que c'est vraiment nécessaire qu'on puisse aussi nous souvenir de ceux qui sont morts avant 1908, ceux qui sont morts dans les années 60, ceux qui sont morts en 92, ceux qui sont morts de 97 à nos jours. C'est un génocide terrible. Et nous vivons cela d'ailleurs. Et nous devons honorer la mémoire de nos frères et de nos sœurs qui ont perdu leur vie. Mais au-delà de faire tout ça, nous devons travailler pour éviter que ces scènes ne reviennent.
Merci beaucoup, monsieur Diman. Il était donc l'invité de notre premier numéro de Freddy Montiri live avec, bien sûr, un invité ou une personne dans ce studio, parce que généralement on est seul. On va se retrouver prochainement pour parler d'autres sujets, notamment ce génocide congolais. Il y a un génocide en République démocratique du Congo, il y en a eu. Maintenant, on vit un génocide maintenant, mais c'est un silence de cimetière qui règne, et nous ne voulons pas cela. Nous allons hausser notre ton pour en parler. Encore une fois, merci d'être passé au studio ATL. C'est moi qui vous remercie. Merci.